À plus de 5000 mètres d'altitude perdu dans les montagnes de l'Himalaya, il existe un petit lac gelé, isolé, silencieux. Mais quand la neige fond, il révèle un secret que même les scientifiques peinent encore à expliquer. Des os, des centaines d'ossements, des crânes, des côtes, des squelettes entiers, parfaitement conservés. Qui sont-ils et surtout pourquoi sont-ils ici au même endroit? Certains parlent d'une expédition sacrée, d'autres d'un massacre oublié ou d'un phénomène climatique brutal. Et pour les habitants des montagnes, c'est tout autre chose, une ancienne légende. Et la vérité, vous allez le voir, est encore plus étrange que tout ce qu'on avait pu imaginer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, l'un des plus grands mystères archéologiques de l'Himalaya, une histoire qui détient un secret unique qui intéresse les scientifiques du monde entier depuis plus de 80 ans et dont les récents résultats amènent encore plus de questions. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va donc parler ici des ossements humains retrouvés au fond d'un lac dans l'Himalaya, le Ruppkund, qu'on surnomme aujourd'hui le lac aux squelettes. Je précise avant qu'on commence que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est vrai. C'est important de le dire parce que sur cette chaîne, on explore souvent des histoires étranges, parfois même avec des récits qui flirtent avec la légende ou le fantastique. Et pourtant, c'est un mystère bien réel. Parfois pendant l'été, la fonte des neiges et des glaces nous font apparaître toutes sortes de surprises. Des arbres conservés depuis plusieurs siècles dans la glace ou encore des avions écrasés. Et dans notre cas aujourd'hui, ce sont des os humains. Mais attention, beaucoup d'ossements, des centaines de beaucoup d'êtres humains. Et certains étaient même encore recouverts de chair, extrêmement bien conservés grâce au froid. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire qui a fasciné les scientifiques mais aussi les médias et Internet. Et je voulais en parler avec vous parce que c'est ce qu'on appelle une bonne histoire. Ça pourrait être d'ailleurs un superbe scénario de film. Il s'agit d'un petit lac glaciaire de 40 mètres de diamètre environ, le lac Ruppkund qui se trouve dans le nord de l'Inde, dans le massif de l'Himalaya. Il est perché à 5000 mètres d'altitude dans le parc national Nanda Devi, qui est aussi le nom du sommet que contient ce parc, la plus haute montagne entièrement en Inde, à 7816 mètres. Depuis 1988, le parc est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est considéré comme une réserve de biosphère depuis 20 ans. Mais ce lieu est aussi important car c'est un sanctuaire de divinité et un lieu à l'origine de légendes et de festivités religieuses. En fait, Nanda Devi, c'est le nom d'une divinité, celle de la félicité, la déesse joyeuse. Nous sommes donc dans un lieu considéré comme sacré. Il est difficile d'accès et éloigné de toute civilisation. En hiver, il gèle, mais en été, dans une toute petite fenêtre temporelle entre août et septembre, la neige fond et là se relève la scène macabre. Un lac avec des ossements humains, des centaines et des centaines de squelettes qui flottent à la surface de l'eau ou qui recouvrent les alentours. La scène a été découverte officiellement en 1942 par un garde forestier, Hari Kishan. Il était en expédition pour collecter les deux seules fleurs qui poussent dans cette région, dépourvues de végétation, la Brahma Kamal et la Feni Kamal. Ce lieu est définitivement incroyable. Quelques années plus tard, il raconte à la radio ce qui semblait être une corniche était en fait le bord extérieur d'un petit lac. En nous approchant, nous avons aperçu les eaux boueuses d'un lac. Et lorsque nous avons atteint sa rive, nous avons été confrontés à une scène horrible qui nous a coupé le souffle. L'endroit était jonché de dizaines de corps humains. De la chair comme du caoutchouc était gonflée et collait à la plupart des corps. Leurs visages souriaient, ce qui rendait la scène encore plus hideuse. Nos porteurs étaient si terrifiés par ce site macabre qu'ils prirent aussitôt leurs jambes à leur cou, pensant avoir atterri dans un pays fantôme. Il continue ensuite en disant « Nous avons constaté que les corps étaient inhabituellement grands. Les sandales en cuir que nous avons trouvées, ça et là dans les décombres, étaient imposantes et d'un type peu courant dans la région. Il y avait également des ustensiles en bois, des parapluies artisanaux et des bâtons en bambou mêlés aux décombres. La plupart de ces reliques humaines étaient partiellement enfouies dans le gravier et le limon du lac. On peut retrouver des os qui appartiennent à des femmes, à des hommes, mais aussi à des enfants. Qui étaient ces personnes? Quand et comment sont-elles mortes? Pourquoi se sont-elles retrouvées ici dans cet endroit aussi reculé et difficile d'accès? D'où viennent-elles? Si c'est un massacre, qui l'a commis? Ces questions vont depuis 1942 intéresser un nombre de scientifiques. Plusieurs équipes ont lancé des recherches. Dans les années 1950, des anthropologues effectuent des relevés sur le site durant différentes expéditions et dans leurs recherches analysent tout ça au carbone 14, qui ne sont qu'à leur début. Ils estiment que les corps sont vieux de 500 voire 800 ans.
Par contre, aucune étude n'arrive à dire de manière certaine quelle était l'origine et l'identité de ces victimes. Et le nombre de victimes reste également à déterminer. À partir de là, différentes théories débarquent. Il s'agirait de restes d'une armée ou d'un groupe de marchands qui a été pris dans une tempête ou des victimes d'une épidémie. Ou alors certains ossements sont ceux de soldats indiens qui ont tenté d'envahir le Tibet en 1841 et ont été repoussés. Ça, c'était les théories officielles dès que le garde forestier a annoncé sa découverte. Il y a aussi la théorie qu'il s'agirait d'un cimetière ou d'un endroit où on enterre des victimes d'une épidémie. Mais il y a surtout la légende de la région, une vieille histoire qui daterait du XIVe siècle et qu'on raconte encore aujourd'hui dans une chanson locale. La chanson décrit un cortège royal qui est mort pendant le Rajat, un pèlerinage organisé pour vénérer la déesse Nanda Devi, divinité suprême dans la région. Déjà quelques mots sur le Rajat. Il existe bel et bien depuis plus de 1000 ans selon les estimations. C'est un des pèlerinages les plus longs et les plus difficiles au monde. Un voyage compliqué de 280 km, dont la majeure partie doit être effectuée pieds nus sur les terrains montagneux de l'Himalaya central. J'ai parlé de découverte officielle parce qu'en fait, on en avait déjà parlé de ces corps en 1905 au début du XXe siècle. Et en 1925, certains participants au pèlerinage avaient aperçu des corps, mais on n'en avait jamais encore parlé publiquement de ces restes humains. Ce pèlerinage symbolise la journée de Nanda Devi, puis sa maison maternelle jusqu'à celle de son mari, Shiva. Il est organisé tous les 12 ans. Le dernier a eu lieu en 2014 et le prochain est prévu l'année prochaine en 2026. Il se termine de l'autre côté du lac Hopkun. Le cortège dont on parle dans la chanson est celui du roi Kanauj, qui était venu avec sa famille et sa suite. Ils ont profané les terres pour deux raisons. À cause des danses et de ses danseuses, mais aussi la reine, sa femme, qui a accouché sur place. La déesse et son mari Shiva, pris de colère, ont provoqué alors une forte tempête de grêle et des chutes de neige qui ont tué tout le groupe. Ça, c'est ce qu'on raconte donc dans l'histoire qui est chantée pendant le pèlerinage. Et il se trouve qu'on a retrouvé, aux côtés des restes humains, des parasols comme ceux utilisés dans la procession. Et surtout, le plus important, certains crânes présentaient des fractures non cicatrisées. Peut-être le signe de gros grêlons, ce qui coïnciderait avec la tempête, la foudre qu'ont lancé les dieux contre le groupe en colère. Ce serait fou quand même. Cette histoire serait en fait connue depuis des siècles dans la région. Et on la chante pour la raconter. Une chanson chantée, une légende, chanson légende, mais justement du côté de la science, qu'est-ce qu'on dit? Depuis sa découverte, le site est progressivement saccagé et pillé. Il y a des éboulements et des gels qui perturbent les traces archéologiques et paléontologiques, et aussi, beaucoup plus glauque, des randonneurs se servent à la sauvage. Et ce site aussi, il est hyper reculé et rude d'accès. C'est vraiment pas facile de protéger. Donc pendant toutes ces années, on n'a pas eu de réponse claire et des bonnes pistes pour expliquer ce mystère. Jusqu'en 2004. En 2004, National Geographic mandate une équipe pour effectuer une fouille pour un documentaire à sensation. On étudie les os, on fait de nouvelles analyses au carbone 14 et on s'aperçoit que les ossements sont encore plus vieux que ce que l'on pensait. Ils ne datent pas d'il y a 800 ans, mais de 1200 ans. Et on estime qu'il y a environ 500 victimes. Et les personnes auraient succombé à une pluie de grêlons. Encore une fois, comme la légende. L'étude affirme qu'il y a deux ethnies différentes, des locaux plus petits, trapus et dénutris, et des individus plus grands dont la génétique se rapproche de la caste des brahmanes, la plus haute caste en Inde. Et ils viendraient de la côte ouest du pays, donc à plus de 1000 km du lac, c'est fou! Donc, la légende est bien réelle. Ça y est, on sait. Les dieux se sont acharnés sur un groupe en plein pèlerinage et les ont tous tués à coups de grêlons, de foudre. C'est ce que confirme en tout cas ce documentaire et les recherches de National Geographic. Mais, parce que oui, il y a un mais. Tu vois la durée, il reste encore un peu de vidéo, c'est pas terminé. Pour d'autres personnes, non. Le mystère n'est pas résolu. Notamment un anthropologue indien, R.S. Nangui. En 2013, il a donné un discours dans une organisation financée par le gouvernement indien, le Centre national Indira Gandhi pour les arts de New Delhi et une organisation artistique de premier plan. Il a travaillé sur cette affaire depuis des années. Il a participé à une expédition des années 50 et après la sortie du documentaire, il a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec sa conclusion. Déjà dans l'étude de National Geographic en 2004, il reprenait des résultats déjà sortis dans les années 50, donc pas du tout révolutionnaires. L'étude se basait sur quelques os seulement. Mais du coup, est-ce qu'ils étaient vraiment représentatifs des 300 à 500 os estimés? Qu'est-ce qui affirme que personne d'autre ne serait tombé à un autre moment, un autre siècle sur ce chemin de pèlerinage? Extrêmement dangereux, on le rappelle. Il y a des témoignages qui parlent de ça. Et dans les études menées dans les années 50, ils avaient constaté des différences dans les os au niveau de la minéralisation. Pour cet anthropologue, sa position est claire. Les corps ne datent pas tous du même moment. Il n'y aurait pas eu un effet
effroyable incident qui aurait causé la mort de toutes les personnes sur place. Et en 2019, c'est pas très loin de nous en ce moment, sort une nouvelle étude internationale. Elle chamboule. Déjà, il y aurait bien plus de corps qu'estimé, et ils seraient arrivés sur place à plusieurs moments de l'histoire, qu'on évalue au millénaire. Il y aurait eu différents groupes d'individus entre le 7e et le 10e siècle, un groupe aussi entre le 10e et le 17e siècle, mais c'est que le début des découvertes. Le groupe qui apparaît le plus tard dans l'histoire compte 14 personnes et serait d'origine de la Méditerranée orientale. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Ça veut dire que ce lieu était connu au niveau international. On n'a aucune trace d'épidémie et il semble que chacun soit mort de manière différente. Il n'y a non plus pas d'armes, de traces de blessures, de combats, de violences sur les squelettes. Donc, ce n'est pas à cause d'une bataille qu'ils sont morts. Cette étude rabat complètement les cartes. La théorie du mythe, de la légende, de la colère des dieux ne joue pas parce que les résultats montrent des ossements trop différents. Donc, ce ne sont pas des groupes de famille. Mais c'est quoi alors? Qui sont ces personnes? On n'a pas la réponse. Le mystère s'épaissit. Des groupes de personnes du monde entier sont venus dans ces montagnes. On ne connaît toujours pas la cause des décès, mais l'étude donne tout de même quelques pistes. Ce qui reste le plus probable, ce serait des tempêtes de grêle meurtrières lors des pèlerinages. On est quand même dans un endroit vraiment dangereux à 5000 mètres d'altitude où le temps peut changer en une seconde et devenir mortel. Encore aujourd'hui, à l'heure où je termine de filmer ces derniers mots en 2025, le mystère du lac des squelettes reste entier. Il y a des pistes, bien sûr, des hypothèses, des fragments d'explications scientifiques, mais au fond, rien de concret. Aucune vérité claire, et c'est ce genre d'histoire qui me fascine. Quand l'archéologie et la science, les croyances locales et l'imaginaire collectif se croisent dans un même lieu. Quand les faits sont bien là, des os, des corps, des données ADN, mais que malgré tout ça, l'explication nous glisse entre les doigts encore. Parce que parfois, même après des décennies de recherche, certaines énigmes semblent vouloir rester dans l'ombre. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour vous partager ce type de mystère. Si vous êtes scientifique ou alors que vous avez la réponse, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, si vous allez en haute montagne, équipez-vous bien. En attendant lui, le lac aux squelettes a décidé de se taire.